continuare am să vă propun să ascultăm pe domnul profesor Patrick Gaia de la Marseille Craion o comunicare despre UPS, poate așa am pus și eu și UPS-ul ăsta, și controlul de convenționare. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord chaleureusement remercier les organisateurs de cette rencontre d'avoir bien voulu m'inviter. C'est un grand honneur pour moi puisque c'est la première fois que je viens en Brest. Et j'en suis déjà profondément ravi, sachez-le. Je vais brièvement évoquer devant vous un des sujets les plus épineux du droit public en France, celui des rapports entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, formule en raccourci, qui concerne, c'est l'objet de mon propos, la loi. Sans tirer systématiquement au conflit, on peut avancer que ces rapports sont marqués du sceau de la complication, de la tension, voire de l'incompréhension, et ce, depuis près de 40 ans. Le surgissement dans le paysage juridique français de la question prioritaire de constitutionnalité oblige-t-il à repenser ce débat en termes apaisés désormais? Ou à l'inverse, va-t-il contribuer à jeter de l'huile sur le feu et transformer peut-être une guerre larvée en guerre ouverte? D'où vient le problème? Pour en saisir les termes et l'enjeu, je voudrais partir d'une observation du président Badinter, qui était, comme vous savez, président du Conseil constitutionnel. Il indiquait il y a peu que les justiciables en France sont devenus des majeurs conventionnels, mais qu'ils sont restés des mineurs constitutionnels. Et il avançait ce propos avant l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité. Le raccourci entendait souligner le décalage qui s'est irrésistiblement creusé en France en quelques décennies avant l'avènement de la QPC entre le contrôle de conventionnalité de la loi et le contrôle de sa constitutionnalité. Il fait aussi, à travers cette formule, ressortir un constat. En France, jusqu'il y a 2 ans, la protection des droits fondamentaux était mieux assurée par les normes internationales européennes que par la Constitution. Et c'est donc tout naturellement que les citoyens se sont détournés de leur Constitution. Ils ont délaissé au profit des règles internationales et européennes, plus attrayantes, plus accessibles, plus efficaces. Les causes de cette captation d'héritage, disons-le très clairement, par la Convention européenne des droits de l'homme, de la problématique des droits et libertés fondamentaux sont connues. Elles tiennent à la fois à ce que le contrôle de constitutionnalité est exclusivement a priori, jusqu'à il y a peu, à l'incompétence affichée du Conseil constitutionnel aux fins de contrôler la conformité des lois au traité, et aussi par l'absence d'un accès ouvert aux citoyens, aux juges constitutionnels. La question prioritaire de constitutionnalité peut-elle inverser cette tendance? La question mérite d'être posée, car la réponse s'affirme du côté d'un pessimisme ambiant. La question prioritaire de constitutionnalité arrive très tard, bien trop tard, là où le contrôle de conventionnalité a déjà fait ses preuves et a occupé en quelque sorte tout le terrain. Lorsqu'il s'agit de protection des droits et libertés fondamentaux, le réflexe de l'avocat en France est demeuré jusqu'à il y a peu celui du tour conventionnel, c'est-à-dire l'invocation
de la seule Convention européenne des droits de l'homme pour faire ça. Or, le constat des chiffres, de la pratique, que les collègues vont établir, montre qu'il n'en est rien. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi, au fond, la QPC a réussi en quelque temps à s'imposer dans le paysage juridique français? Il y a, au-delà de l'attrait de la nouveauté, me semble-t-il, des raisons plus profondes. Elles tiennent pour partie à l'inversion de deux lieux communs qui ont largement contribué à obscurcir les termes du débat. Le premier de ces lieux communs, c'est que la QPC souffre d'un déficit de compétitivité par rapport au contrôle de conventionnalité. Le second lieu commun tiendrait à ce que les deux procédures, les deux techniques, se positionneraient en concurrent, voire en acteurs de conflit. Eh bien, au rebours de cette prétention, nous voudrions avancer deux propositions diamétralement opposées. D'abord, le déficit de compétitivité de la QPC n'est apparent, ce qui est de nature à rééquilibrer les rapports entre les deux contrôles. Et deuxième proposition, les rapports entre la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité doivent nécessairement, me semble-t-il, s'inscrire dans la complémentarité, ce qui montre que penser leur relation en termes de concurrence, a fortiori conflictuelle, n'est pas une fatalité. Première proposition, le déficit de compétitivité de la QPC n'est qu'une apparence. A priori, la comparaison entre les deux techniques est au désavantage de la QPC. C'est généralement comme cela que c'est présenté encore aujourd'hui. Résumons. Le contrôle de conventionnalité est une procédure sans contrainte, par sa simplicité, celle de sa mise en œuvre. La question prioritaire de constitutionnalité est au contraire une procédure sous contrainte par la complexité de son mécanisme. Mécanisme symbolisé par le double filtrage. En bref, le contrôle de conventionnalité est plus performant, ou serait plus performant, pour trois raisons. Il serait plus simple, plus direct, plus rapide. Et, dans le pire des cas, il serait au moins équivalent au contrôle de constitutionnalité. Chacun de ces arguments demande à être fortement relativisé. Le contrôle de conventionnalité est plus simple parce qu'il n'y a pas de filtrage. En réalité, si il y a un filtrage qui s'exerce soit dans le cas des recours directs devant le juge constitutionnel au sein de cette juridiction, soit devant le juge européen lui-même. On sait quelles sont les difficultés d'accès, par exemple, à la Cour de justice de l'Union européenne et les ajustements, je dirais, radicaux auxquels on a dû procéder pour limiter justement les recours devant la Cour européenne des droits. Il serait plus direct, voire, car il y a, ne l'oublions pas, une pluralité de juges de la conventionnalité, une pluralité de juges nationaux, mais également une pluralité de juges européens. Et les juges nationaux, ne l'oublions pas, statuent toujours à charge, je dirais, de voies de recours interne, et surtout à charge, je mets la formule entre guillemets, d'appel devant les juges européens. Les juges nationaux n'ont pas le dernier mot, ce qui relativise l'accès direct aux juges européens. Plus rapide le contrôle de conventionnalité, parce que le juge interne statue immédiatement sur la question. Pour lui, ce n'est pas une exception. La question de conventionnalité est une question préalable, certes, mais pas une exception. Voire, là encore, car en réalité,
on sait très bien que l'argument de conventionnalité devant le juge ordinaire suit, je dirais, le sort du litige principal, et que donc il va subir éventuellement les voies de recours internes et éventuellement aussi les voies de recours supranationales, ce qui allonge considérablement les délais. En regard de cela, on rappellera, et mon collègue Richard Devanchian y insistera tout à l'heure, que le délai d'examen moyen des QPC, aussi bien devant le juge judiciaire, devant le juge administratif ou le juge constitutionnel, fait que, grosso modo, la question de constitutionnalité en France aujourd'hui est tranchée en moins de 6 mois. Au pire, enfin, le contrôle de conventionnalité serait équivalent, parce que les techniques sont les mêmes, parce qu'au fond, les normes se ressemblent, et parce qu'au fond, le résultat aussi est sensiblement équivalent. En réalité, là aussi, il y a lieu à un examen qui devrait être plus serré des comparaisons. D'une part, assez vite sur ce point, d'une part, en fait, il n'est pas certain que l'énoncé en termes assez proches des normes de référence soit garante à tout coup d'une identité de protection et de contrôle. Au contraire, il se peut très bien que la protection conventionnelle aille plus loin que la protection constitutionnelle, mais souvent on néglige le fait que la protection constitutionnelle peut aussi aller plus loin que la protection conventionnelle. Tout simplement parce que, en particulier, s'agissant du principal texte auquel se réfère la Convention européenne des droits de l'homme, on sait, en France aujourd'hui, que la protection offerte par le bloc de constitutionnalité offre une meilleure qualité. Et, ainsi que le disait récemment le vice-président du Conseil d'État, il y a des contentieux qui, par nature, échappent, pour l'instant en tout cas, à la Cour européenne des droits de l'homme, et ils sont justiciables de la technique de la QPC, le contentieux fiscal, le contentieux des étrangers, le contentieux social, le contentieux de l'environnement. Les effets, enfin, et c'est là sans doute l'avantage considérable du contrôle de constitutionnalité, ne sont pas les mêmes, puisque on le sait, le contrôle de constitutionnalité statue la validité de la loi et non pas seulement la validité de la loi. En conclusion donc de cette première approche, plutôt que de confronter dans une lutte stérile contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité, il vaut mieux s'efforcer de les rapprocher, en réalité de les articuler. C'est dire que cette articulation peut emprunter deux voies. La complémentarité des procédures tout d'abord, et ensuite la complémentarité des effets. La complémentarité des procédures, elle s'appuie d'abord sur leur indépendance, qui peut devenir effectivement un puissant facteur de complémentarité. Cette complémentarité s'appuie d'abord sur l'indépendance, donc des contrôles. Le contrôle de conventionnalité peut s'exercer avant le contrôle de constitutionnalité. Et il peut ainsi, ici, jouer une fonction d'orientation. Une fonction d'orientation du contrôle de constitutionnalité par l'approche plus favorable des questions de recevabilité et aussi par une anticipation des questions de fond. Surtout, et c'est un point essentiel, le contrôle de conventionnalité peut s'exercer après le contrôle de constitutionnalité, quel que soit par ailleurs le résultat du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, il a été montré que lorsque la loi est à l'origine directe de l'inconventionnalité,
origine indirecte de l'inconventionnalité, l'abrogation de la loi ou l'annulation de la loi par le juge constitutionnel peut effectivement donner satisfaction au requérant et éviter toute prolongation du litige. Mais l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai. La déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n'empêche pas le contrôle de conventionnalité, comme le montre un certain nombre d'exemples devant la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, lorsque c'est une loi qui est à l'origine de l'inconventionnalité, son abrogation crée de plus fort l'absence de texte légal qu'exige la Convention européenne des droits de l'homme pour justifier un droit d'ingérence de l'État, ce qui produira de plus fort une incompatibilité avec la Convention. Un élément de certitude, donc, le contrôle de constitutionnalité sur l'IPC n'a pas vocation ni pour effet d'évincer, d'écarter le contrôle de conventionnalité. La complémentarité des procédures s'appuie ensuite sur la conjonction aussi de leur mise en œuvre. Cette conjonction résulte de la possibilité de soulever simultanément devant le juge du fond à la fois des moyens d'inconstitutionnalité et des moyens d'inconventionnalité. Le choix opéré par le législateur organique français a été, dans cette éventualité, de donner la priorité d'examen à la question de constitutionnalité sur la question de conventionnalité. En réalité, cette priorité d'examen n'est pas une manière de hiérarchiser les procédures ou les mécanismes de contrôle, mais au contraire, une manière de les articuler. Et cette articulation doit jouer aussi avec le droit de l'Union européenne. Complémentarité dans le déclenchement du contrôle, complémentarité aussi dans les effets du contrôle. Cette complémentarité se mesure, me semble-t-il, rapidement, à trois effets. L'effet palliatif ou correctif, qui peut être dans les deux sens, qui peut être réciproque, soit que le contrôle de conventionnalité corrige les lacunes ou les insuffisances du contrôle de constitutionnalité, soit qu'à l'inverse, le contrôle de constitutionnalité puisse aller plus loin ou corriger aussi les insuffisances du contrôle de conventionnalité. Deuxième effet, qui marque la complémentarité des effets de contrôle, l'effet confortatif des contrôles, lequel peut jouer également dans les deux sens. Le contrôle de conventionnalité peut renforcer les effets du contrôle de constitutionnalité, notamment au bénéfice de la loi si celle-ci a été déclarée conforme à la Constitution, au bénéfice aussi des droits et libertés fondamentaux, ce qui alors crée une sorte de synergie en faveur du rapprochement au sein du modèle européen entre les droits constitutionnels et les droits conventionnels. Réciproquement, le contrôle de constitutionnalité peut parachever le contrôle de conventionnalité. C'est le cas notamment lorsque la loi a été déclarée préalablement inconventionnelle et que le contrôle de constitutionnalité peut venir confirmer par une inconstitutionnalité les insuffisances ou les vices de la loi. Effet enfin neutralisant des contrôles, le contrôle de constitutionnalité peut effectivement être un élément neutralisant du contrôle de conventionnalité. Ça sera le cas, évidemment, lorsque la loi sera déclarée inconstitutionnelle. Le requérant se contentant ici d'obtenir cette décision, et aussi, si on va plus loin, un effet pacificateur
un effet pacificateur dans la mesure où l'accès ménager indirectement ou directement au juge constitutionnel au fil du justiciable peut psychologiquement lui donner satisfaction et ne pas poursuivre l'envie d'aller plus loin. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je dirais que la QPC est certainement fille d'un passé pour le moins heurté. En France, nous avons connu 2 échecs successifs avant que cette procédure ne voit définitivement le jour. Aujourd'hui, la QPC semble se draper dans un avenir florissant. Gardons-nous cependant de tirer trop hâtivement des conclusions, car il en est probablement de la QPC comme ce que Jean Cocteau disait de l'amour. Il disait: l'amour est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent est imparfait, son avenir toujours conditionnel. J'ajouterais, toute modestie à la pensée de Jean Cocteau, que, fort opportunément, la question prioritaire de constitutionnalité n'a plus vocation aujourd'hui à se conjuguer à l'impératif. Je vous remercie. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ce să spun decât să reduceți UPS-ului cu atât mai mult cât Franța este un exemplu pentru celelalte țări europene și dacă dumneavoastră veți reuși, sunt convins că și ceilalți vor avea succes. Avem la dispoziție 5 minute, atât ar mai rămas din programul pe care o am în față, pentru a vă da posibilitatea să faceți comentarii la cele auzite până acum. Dacă cineva dorește să se exprime, vă rog să o facă. Poftiți! Ziua, mulțumesc Daia Caroi, magistratul șeful Curtea Constituțională. Bineînțeles că ascultându-l pe domnul Diaconu, mi-a pus o întrebare care a rezultat din modelul pe care mi l-a prezentat. Și anume, o chestiune care privește decizia 988 a Curții Constituționale 988 pe 2008, prin care Curtea a tranșat un presupus conflict juridic de natură constituțională, a constatat că nu există un asemenea conflict juridic, întrucât părțile care se aflau în acel pretins conflict nu erau instituții, autorități prevăzute de Constituție. Nelămurirea mea este următoarea. Acolo era vorba despre o hotărâre judecătorească pronunțată de Curtea de Apel în București. Aici, Curtea a zis că Curtea de Apel sigur nu face parte din instituțiile, autoritățile prevăzute de Constituție. Însă, ulterior, astfel cum ne-a arătat însul, în decizia 1222 de 2008, deci o diferență de 3 luni de zile, tot o hotărâre judecătorească a altei curți, produce un conflict juridic de natură constituțională. Adică, înțeleg că hotărârea judecătorească poate produce un conflict juridic de natură constituțională, însă, dacă este pronunțată de Curtea de Apel, nu există un asemenea conflict, dar dacă e pronunțată de alta curte, poate exista un asemenea conflict. Deci, întrebarea ar fi, de ce anume? Care este distinția? De unde a rezultat acest raționament al Curții Constituționale? Și un al doilea aspect pe care aș vrea să-l ridic, referitor la ce a prezentat doamna judecător de la alta curte, cu efectele deciziilor Curții Constituționale. Și am menționat într-adevăr precizii deciziile pronunțate în Riu 3, învățământul 3 pe 2011, 12 pe 2011 cu programele politice, 29 pe 2011 cu problemele privind salarizarea și asigurările sociale. Avem în vedere 2 Riuri admise, ultimul respins. Acum noi la curte cred că s-a și observat
încercăm chiar prin deciziile Curții Constituționale să lămurim care sunt efectele pe care aceste decizii le produc. De ce încercăm acest lucru? Pentru că autoritatea emitentă este cea mai în măsură să își dezvolte raționamentul de natură constituțională în cazul nostru, care a stat la baza soluției ei și ce așteaptă instanța constituțională de la o atare decizie. De asemenea, Curtea chiar recent a pronunțat o decizie în care s-a pus problema unei decizii sub rezervă de interpretare, deci constituțional, în măsura în care, dar fără ca prin acea decizie să încalce eventual articolul 126 din Constituție referitor la competența instanțelor judecătorești. Adică, Curtea Constituțională este competentă atât să pronunțe decizii pure și simple, admite respingem excepția, dar și decizii sub rezervă de interpretare, constituțional în măsura în care sau neconstituțional în măsura în care. Este o practică destul de veche, pentru că, dacă mi-am bine aminte, e vorba de decizia 121/1996, în care prima oară Curtea a stabilit o constituționalitate în măsura în care, ne mai vorbind de dezvoltările ulterioare ale jurisprudenței acestea. Mulțumesc. Mulțumim, domnul magistrat asistent șef. Timpul fiind alocat acestei prime părți fiind epuizat, am să vă rog să-mi permiteți să vă fac doar un scurt anunț. În 20 iunie anul curent, Curtea Constituțională organizează o conferință consacrată aniversării a 20 de ani de la înființarea Curții Constituționale a României, pentru care toți sunteți invitați să asistați, să participați la dezbatere în 20 și 21 iunie 2012 la Parlamentul. Cred că unii dintre noi s-au spus deja invitați, dar locul sunt de toată lumea care vrea să asculte. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ați răspunsul dați în scris. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ați ascultat. Mulțumesc și comunicarilor pentru că s-au încadrat în timpul alocat și sunt convins că începând de astăzi sau de mâine, dreptul constituțional, știința dreptului constituțional este mai